Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée du côté de Neufchâtel en Saunois. Nous sommes dans le Nord-Sarthe, bien évidemment, dans un village que l'on baptise le village des Sabotiers. Nous sommes à l'orée de la forêt de Persaigne, que nous allons découvrir en compagnie de quelques-unes des personnes qui habitent ce charmante commune. Dans un deuxième temps, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et bien évidemment notre invité surprise. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Monsieur Guibert, maire de Neufchâtel en Saunois. On retrouve Jean-Denis Guibert qui est le maire de Neufchâtel en Saunois, un village, on va dire, qui était jadis résolument tourné vers la forêt et qui a opéré sa mutation, monsieur le maire. Oui, Neufchâtel, commune de 2300 hectares et 1200 hectares de forêt. Donc c'était effectivement le poumon de notre commune, l'un des poumons de la Sarthe, c'est la deuxième forêt de la Sarthe après Bercé. Une grosse activité à l'époque sur le bois, mais aussi sur la fabrication de sabots. On peut dire que Neufchâtel a une qualité de vie très intéressante et c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes couples viennent s'y installer. Justement, les statistiques le démontrent, hein, comme il y a à peu près plus d'un siècle, on vous accueillez aujourd'hui plus de 1000 résidents ici. Tout à fait, on a dépassé la barre des 1000 habitants il y a maintenant 3 ans. On est arrivé à environ aujourd'hui 1050 habitants. Je pense qu'on peut espérer que ça continuera de grimper un petit peu, mais raisonnablement, on n'ira pas beaucoup plus loin. On a la chance d'accueillir, oui, beaucoup d'actifs qui travaillent soit sur les communes, sur le bassin de vie d'Alençon ou sur des communes du Maine saunois. On va en parler tout à l'heure justement au gré de notre visite. C'est le village des Sabotiers, Neufchâtel en Saunois. Ah oui, c'est le village des Sabotiers. Effectivement, c'est une tradition très importante à la fin du 19e siècle. Et je pense que, sans faire injure à nos amis de Jupille, c'était l'un des sites les plus importants de la Sarthe en matière de fabrication de sabots. Le dynamisme, on peut en parler aussi en termes de commerce ici, parce que vous avez réussi à préserver, à entretenir et à attirer de nouveaux commerçants. Ah non, on a la chance d'avoir à la fois à peu près tous les commerces de bouche, hein, boucherie, charcuterie, traiteur, boulangerie, pâtisserie, la chance d'avoir 3 restaurants, un hôtel-restaurant, les Étangs de Guibert, chez Julie, le Newcastle. On a cette chance d'avoir effectivement une offre hôtelière qui se fait rare dans la région. Hein. Un petit mot sur les projets communaux quand même, parce que depuis que vous êtes maire, il y a eu plein de choses qui sont réalisées, et puis d'autres qui vont venir prochainement. Alors oui, beaucoup de projets. Malheureusement, le début de mandat a été difficile du fait de ce que tous les Français ont connu à la pandémie. On arrive maintenant en fin de mandat, on arrive à avoir des projets qui vont déboucher. La réfection de l'école, l'arrivée de 2 lotissements, un lotissement avec 6 parcelles et un autre lotissement où on va faire 7 logements sociaux. Une population qui peut de surcroît bénéficier aussi d'un support et d'un soutien médical, puisqu'ici vous avez la chance d'une maison médicale bien dotée. Nous sommes des privilégiés à Neufchâtel, nous avons 3 médecins, 3 infirmières, un kiné, une pharmacie. Et puis pour nos anciens, on a aussi l'EHPAD Arc-en-Ciel, les Hespérides pour les Neufchâtelois, mais effectivement nous avons une richesse très importante de services, oui, et des services de qualité. Eh bien, merci monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette émission. D'ici là, on va partir à la rencontre justement des gens de Neufchâtel qui vont nous faire visiter cette commune. Nous sommes dans l'église Saint-Étienne, ici à Neufchâtel en Saunois, avec Jean Fernandez, qui est le président de l'association Joseph Roussel. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu qui a été rénové il y a quelques années ? Il y a quelques années, oui, bien sûr. Cette église, avant la restauration, était donnée comme un bâtiment totalement insignifiant et pas lugubre, mais presque. Et au fil des travaux de restauration, on a prouvé le contraire, que cette église a un intérêt particulièrement intéressant au niveau architectural et historique.
Alors beaucoup de travaux ont été effectués, mais il y a encore des choses qui datent du siècle passé, des siècles passés, on va dire. Oui, bien sûr, des siècles passés. Alors les avis sont divergents quant à la datation de cette église, mais une chose est certaine, c'est que la nef initiale, elle est certainement avant le style gothique, c'est-à-dire style roman. Cette église, elle a subi plusieurs transformations, disons agrandissements, et ça on l'a appris avec justement la restauration, parce qu'il a fallu déshabiller cette église complètement, c'était quasiment une coquille d'œuf, et donc on a appris que déjà la nef était beaucoup plus petite qu'elle l'est actuellement, et elle a subi 3 agrandissements. Ensuite il y a eu l'agrandissement du narthex là où on se trouve actuellement pour installer le clocher qui est dans cette église. On ne sait pas s'il y a eu un clocher auparavant, certainement non, certainement pas. Et le dernier agrandissement, c'est la chapelle, donc le transept nord, qui est une chapelle seigneuriale, qui date du début XVIe siècle. D'accord. La voûte a également été refaite ? On s'est aperçu que la voûte avant la restauration était du XIVe siècle. Sauf qu'on s'est aperçu que ce n'était pas sa première charpente. Donc les murs avaient été déjà abaissés. Est-ce qu'il y a eu un incendie ou une démolition? On ne sait pas trop. Donc ce n'était pas sa première charpente. On a trouvé également des traces sur le pignon de chœur d'une deuxième voûte. Donc il y avait eu déjà pas mal de travaux avant déjà cette restauration, quoi. Merci Jean. Voilà, nous sommes dans un lieu assez atypique ici dans le centre de Neufchâtel-en-Saulnois, puisque nous sommes à la Maison du Sabot avec justement Claudie Moulard qui va nous expliquer un petit peu la genèse de cette histoire. Bonjour Claudie. Voilà. Eh bien, nous sommes donc ici à la Maison du Sabot de Neufchâtel-en-Saulnois. Alors, on peut se poser la question, pourquoi une Maison du Sabot à Neufchâtel-en-Saulnois? Eh bien, simplement parce qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans la Sarthe, il y avait 2 grands centres importants de saboterie, c'était Neufchâtel-en-Saulnois et Jupille. Alors, pourquoi? Bien, parce qu'on était proche de forêts, dont la forêt de Persaigne pour Neufchâtel et la forêt de Bercé pour Jupille. Alors, qu'est-ce que ça signifie un centre important de saboterie? Bien, à cette époque-là, dans chaque village de France, il y avait 1 ou 2 sabotiers qui chaussaient la population locale. Mais ici, à Neufchâtel, on chaussait la population locale et on exportait aussi des sabots. Donc, il y avait une fabrication beaucoup plus importante. Alors, notamment des sabots assez grossiers vers la Beauce pour le travaux des champs. Et on exportait aussi des sabots de femmes brutes vers la Bretagne pour être sculptés. Alors ceux qui auront la chance de venir ici pourront le voir, il y a des sabots, comme vous venez de le dire, pour marcher dans la boue, il y en a d'autres pour marcher sur les pavés, il y a vraiment toutes sortes de sabots. Voilà, tout à fait. Cet écomusée, en fait, a été fondé en 1988 par M. Francis Caris, qui était maire à l'époque, avec des bénévoles du village, pour justement faire connaître ce patrimoine qui était un petit peu oublié. Voilà. Francis Goyer, vous faites également partie de l'association. Et une association, vous avez combien d'ailleurs de bénévoles ? On a une quinzaine à peu près. Alors comment ça se passe? Le musée est ouvert au printemps, toute l'année? Alors le musée n'est pas ouvert toute l'année, il est ouvert au printemps et l'été, tous les dimanches après-midi. Ou si les gens y veulent, ils viennent le dimanche après-midi, il y aura un bénévole qui va les accueillir pour faire des visites guidées. Par contre, si on veut faire des visites guidées en semaine, il n'y a pas de problème, on a un numéro de téléphone, les gens téléphonent pour venir en groupe ou seuls, c'est comme ils veulent. Claudie, on l'a dit tout à l'heure, il y a des sabots, mais il y a aussi des galoches. Tout à fait. Alors, vous avez les sabots donc, qui sont entièrement en bois. Et est arrivée ensuite, après le sabot, la galoche, qui est tout à fait différente. Elle a juste que la semelle qui est en bois et le reste est en cuir. Et les plus vieux sabots qu'on peut retrouver ici datent de quelle époque? Alors, vous avez une paire qui date de plus de 100 ans. On a l'impression ici qu'il va falloir pousser les murs parce que tout est bien doté. Oui, on pourrait le penser, mais bon, on ne veut pas non plus trop s'agrandir. C'est une maison, ça restera une maison si possible. Voilà. Je voulais aussi préciser que la spécificité ici à Neufchâtel, c'est aussi le travail des femmes qui, pour arrondir les fins de mois, faisaient ce qu'on appelle le travail du filet.
Et c'est vraiment une spécificité locale. On peut retrouver aussi ce travail, cette technique du filet, à la Perrière, dans l'Orne, qui est là un peu plus précieux puisqu'il était avec des incrustations de perles. Voilà, et qui servait à faire des robes de la belle époque pour les grands couturiers. Mais ici, dans Neuchâtel, vous avez quelques travaux justement de cette technique particulière du filet. Merci Claudie. On va parler sport avec Serge Bénard, qui est le vice-président de l'UC Montmers Neuchâtel, un club historique, on va dire, en Sarthe, puisqu'il existe depuis de nombreuses décennies. Bonjour. Oui, il a été créé en 1981 par Fernand Lejard, qui a été président jusqu'en 1996. Ensuite, j'ai pris la présidence en 1996 jusqu'aux années 2000. Aux années 2000, on s'est jumelé avec 3 clubs. Le club de Saint-Vincent, le club de la Ronde de Persaigne. Et après, j'ai repassé la présidence en 2003-2004. Et j'ai repris la présidence il y a 3 ans, que j'ai relaissé l'an dernier à Christophe Wardzik. Quand je trouve quelqu'un, je prends. Bon, ça fait beaucoup de mouvements. Ah oui. Serge, vous avez parlé des années 80. On peut dire que ça a été les grandes années aussi, l'UC Montmers Neuchâtel avec Fernand Lejard, mais aussi une pléiade de très bons coureurs qui sont passés professionnels entre-temps. Moi, je suis arrivé en 88. Je suis arrivé avec Laurent Brochard. On a couru en FFGT ensemble, donc on se connaissait bien. Mais sinon, les autres, je les ai pas très, très bien connus. Ouais, on peut parler de Bernard Jousselin, on peut parler de Denis Leproux, on peut parler de Bernard Richard, qui est passé sur le tard coureur professionnel. Et puis, vous venez de le dire, Laurent Brochard, champion du monde en 1997. Et il y a quelques semaines, s'est déroulé ici la Laurent Brochard. Alors, parmi les courses cyclistes ici qui existent encore, parce qu'on sait que c'est difficile aussi d'organiser en Sarthe comme partout ailleurs. Oui. Alors cette année, on avait organisé le Tour du Signal de Persaigne, ça faisait 4 ans qu'on le faisait. Je pense que l'an prochain, on ne va pas le reconduire. On a du mal à boucler le budget et surtout l'autre problème, c'est qu'il y a une concurrence ce jour-là et donc on n'avait que 50 et quelques partants. Et en plus, c'était ouvert aux professionnels. Donc il y avait que 2 professionnels et ils ont dominé la course. Donc ça gâche un peu le spectacle. Et l'an prochain, on refera sans doute la même catégorie, mais on ne la classera pas en élite. Ce qui va faire que les coureurs du club pourront participer. Alors Serge, combien d'adhérents justement encore aujourd'hui au club? On est une 50aine environ. Et on a une école de cyclisme riche d'une dizaine de jeunes. Une école de cyclisme avec des jeunes, des très jeunes même, à l'image de votre petite fille là qui est juste à côté. Oui, on a même 2 féminines et puis des jeunes, ça part à 7 ans, les plus jeunes. Tu as quel âge? Comment tu t'appelles justement? Naëlie, Et tu as quel âge, Naëlys? 7 ans. Alors tu fais du vélo depuis cette année? Non, ça fait 3 ans. Non, ça fait 3 ans. Alors quand vous sortez, tu fais des sorties de combien de kilomètres? Tu sais toi? Non, Combien justement pour les jeunes comme ça, Plutôt 15 minutes, 30 minutes avec des pauses. Et surtout, ce n'est pas des grandes sorties sur route, c'est plutôt des petites sorties d'adresse avec des quilles, des petits sprints courts et puis un petit peu de cyclocross, mais pas des sorties longues sur route. Ça veut dire que l'école de cyclisme est ouverte à partir de quel âge? À partir de 7 ans. Donc vous êtes prêt à accueillir tous ceux qui se présentent? Voilà. À partir de 7 ans et jusqu'à 12 ans. Et à 12 ans, on commence à faire des sorties d'une vingtaine de kilomètres pour les préparer à courir en minime sur des sorties de 30. Quoi. Merci Serge. On retrouve un personnage clé, une légende, on va dire, de Neuchâtel-en-Saulnois, puisqu'il est conteur, musicien, artiste, auteur et aussi tailleur de pierre, puisque nous sommes ici devant justement un escalier qui a été réfectionné il y a quelques temps. Bonjour Fernand Lejard. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir. On est à l'abbaye de Persaigne. Là aussi, c'est un haut lieu de patrimoine ici à Neuchâtel-en-Saulnois. Ah oui, parce que c'est le bâtiment historique le plus ancien de Neuchâtel et un des plus anciens de la région, puisque ça a été la première abbaye cistercienne construite dans l'ouest de la France. Alors, au Mans, dans la Sarthe, tout le monde connaît Persaigne, mais surtout ici, historiquement parlant, puisqu'il y a plus de 100 ans, a été une colonie qui est aujourd'hui la plus vieille de France. Tout à fait. Tout à fait, c'est la plus vieille colonie française encore existante. C'est encore une colo à l'ancienne. On accueille des enfants toute l'année, on le voit en ce moment, il y a encore, c'est la période des vacances, il y a des enfants qui sont ici. Oui, bien sûr, surtout au mois de juillet-août, bien entendu. Mais c'est aussi durant les autres vacances, les petites vacances scolaires.
Alors on est tout à côté de la forêt de Persaigne, un joyau discret comme vous l'avez déjà écrit je crois. Et puis vous allez nous parler aussi de Teresa, ici qui fait partie aussi des lieux patrimoniaux. Alors Teresa, ça a été une grande dame du CAF-Cons, du café-concert, dans les années 1860 jusqu'à 1880 à peu près. S'il fallait faire une comparaison aujourd'hui, c'est pas facile, mais je dirais que c'était la Piaf de l'époque. C'était vraiment une grande personne, née à la Bazouge-Goué, en Eure-et-Loire, d'un père qui était ménétrier et d'une mère couturière. Et espérant faire fortune, ils sont partis sur Paris. La vie en ville n'est pas plus agréable qu'à la campagne quand on est malheureux. Et c'est là où Teresa a été entendue alors qu'elle chantait dans les rues avec une voix absolument extraordinaire. Nous n'avons aucun enregistrement de Teresa, mais d'après les écrits des personnes qui l'ont bien connue, c'était vraisemblablement une mezzo-soprane avec une voix tonitruante, vraiment absolument. Et elle a fait une carrière fabuleuse et elle a fini ses jours à Neuchâtel-en-Saônois après s'être mariée avec le fils de la gendarmerie, qui était un de ses musiciens. C'est ce qu'explique qu'elle s'est installée ici. Tout à fait. Elle est tombée amoureuse de la région, elle est tombée amoureuse du relais de poste de Neuchâtel qu'elle a racheté, relais de poste qui s'appelle la Villa des Lauriers, que tout le monde ici connaît sous le nom de Villa Teresa. Merci Fernand. Ainsi s'achève cette émission consacrée aujourd'hui à Neuchâtel-en-Saônois. On retrouve Jean-Denis Guibert, qui est le maire de Neuchâtel, pour parler d'un lieu magnifique, puisque nous sommes ici devant les étangs de Guibert, l'hôtel-restaurant, justement, monsieur le maire. Quel endroit fabuleux quand il fait beau comme aujourd'hui. Ah oui, regardez, magnifique soleil, un étang d'une telle qualité, d'une telle beauté. C'est vraiment un joyau. On a un magnifique hôtel-restaurant à côté. C'est vraiment le site emblématique de Neufchâtel, mais de tout le massif forestier de Persaigne. C'est l'endroit idéal. Merci de votre accueil. En tout cas, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que la forêt de Persaigne à visiter, mais Neuchâtel-en-Saônois avec toutes ces belles choses. On a bien vu notamment le musée du sabot. Merci à vous. Merci. Quant à nous, restez bien évidemment. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs habituels. A tout de suite.